première table ronde pour lancer effectivement la réflexion et la mise en perspective surtout de cet enjeu année européenne des compétences. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme compétences? Qu'est-ce que sont les réalités aujourd'hui à la fois pour les citoyens européens, les entreprises, les acteurs économiques, les politiques publiques, et quelles sont les déclinaisons qu'on peut envisager et quels sont les enjeux majeurs qu'on peut retrouver aujourd'hui sur ces thématiques. Alors avec nous pour cette première table ronde, Madame Anoucheh Carvar, déléguée du gouvernement auprès de l'OIT et des G7, G20, Travail-Emploi. Merci de nous rejoindre. Monsieur Stefano Scarpetta, directeur de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE. Merci à vous d'être avec nous. Et Olivier Lazvernias, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Paris-Nanterre et, comme ça a été cité, membre fondateur de la Cité des métiers de Paris-la-Villette et du réseau international des cités des métiers. Alors, sans plus tarder, peut-être pour lancer cette réflexion partagée avec vos trois regards et vos trois expertises, trois questions finalement assez générales, mais pour situer un petit peu le contexte et les enjeux. Comme ça a été un peu évoqué aussi en introduction, dans cette société aujourd'hui en mobilité, en constante évolution, en interrogation sur les métiers de demain, qu'il s'agisse des métiers émergents ou des métiers en tension, quels sont les besoins en compétences identifiés ou sous-jacents? Quelles sont les priorités? Quels sont les besoins qui sont identifiés au niveau des territoires, mais aussi effectivement au niveau européen? Et c'est bien la perspective internationale que vous allez pouvoir nous apporter. Une autre question qui va nous occuper de façon transversale, comment répondre à la fois aux attentes des entreprises, des acteurs économiques, mais tout en conciliant la réalité aussi des citoyens européens, de leurs besoins, à la fois en termes de formation, en termes de citoyenneté, face citoyens européens ou hors d'Europe, face à un souhait incontestable d'articulation entre vie privée et vie professionnelle. Et enfin, peut-être, pour mettre en perspective ces enjeux, quelles seraient les initiatives ou quelles sont les initiatives aujourd'hui des différents pays pour y répondre, les tendances, les points forts qu'on pourrait identifier ensemble. Madame Carvar, je vous cède la parole pour ce premier temps d'intervention et vous remercie encore une fois pour votre présence. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Président de Centre Info, Madame la Directrice. Et évidemment, je salue Bruno Macquart, président d'Univers Sciences, qui vient de nous quitter. Merci beaucoup pour cette invitation. Vous m'avez demandé d'ouvrir la focale pour aborder ces questions d'emploi et de compétences d'un point de vue international. Alors, en matière d'emploi et de compétences, tous les pays du monde, en ce moment, font face aux mêmes enjeux, mais dans des termes qui ne sont pas les mêmes et même parfois contradictoires, vous allez le voir. Partout dans le monde, en effet, les marchés du travail sont impactés par trois transitions majeures. La transition démographique, qu'on oublie souvent, la transition numérique, qui nous occupe tous les jours en ce moment et qui sature notre espace des médias, et la transition écologique, dont on parle beaucoup et qui tarde à venir. Ces grandes transitions impactent fortement les questions de compétences. Alors, je voudrais commencer par la transition démographique. La tendance est mondiale, vous la connaissez, une baisse de la fertilité, une augmentation de l'espérance de vie qui résulte au vieillissement de la population. Mais cette évolution touche de manière très différente et à des échéances diverses les pays du monde. Selon que vous êtes en Europe, en Asie ou en Afrique, vous ne voyez pas la transition démographique de la même façon, du même œil. En Europe, en Russie, en Chine, nos populations sont vieillissantes et nous nous demandons comment nous adapter à cette nouvelle donne. Comment favoriser l'emploi des seniors, un sujet prégnant en France, en menant aussi des politiques d'activation de l'emploi, car nous faisons face à la pénurie de main-d'œuvre si la population active se rétrécit. Les besoins dans les métiers de soins, par exemple, deviennent pressants dans ces sociétés vieillissantes et nécessitent à la fois des personnes disponibles, mais aussi qualifiées, qui font largement défaut aujourd'hui dans les pays du Nord. Dans le reste du monde, le sujet est davantage, pour les pays les plus peuplés, une pénurie d'emploi face à une population jeune très importante, avec des nuances. Les émergents les plus avancés, par exemple, si on prend l'Inde ou l'Indonésie, disposent d'une main-d'œuvre qualifiée, mais l'offre d'emploi qualifiée qui correspond est insuffisante. Le ministère du Travail en Indonésie, par exemple, s'appelle ministère de la main-d'œuvre, car il a pour mission de suivre les migrations de travail de la main-d'œuvre indonésienne
principalement en Asie, c'est pour ça que nous n'en parlons pas, mais aussi dans d'autres pays du monde. En Afrique ou dans certains autres pays moins développés de l'Asie, le sujet est différent. Il y a une pénurie d'emplois et de compétences, mais là où il y a des compétences, dans ces pays qui sont moins avancés, il n'y a pas les emplois correspondant à ces compétences. Donc le problème n'est pas seulement celui de la quantité d'emplois, mais aussi de la qualité de l'emploi. Les emplois qualifiés manquent, mais aussi, il faut voir aussi que la qualité de l'emploi dans ces pays se dégrade avec le ralentissement aujourd'hui de la croissance mondiale qu'on observe depuis 2023 et qui impacte tous ces pays qui sont souvent en bout de chaîne de nos chaînes d'approvisionnement mondiales. Lorsque la demande dans nos pays du Nord baisse, c'est la qualité des emplois qui se dégrade dans ces pays. Les emplois deviennent de plus en plus informels, c'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins déclarés, se trouvent en dehors de toute législation ou de couverture conventionnelle. Et un autre indicateur de la qualité des emplois est la quantité d'heures que ces emplois offrent à la population active. Lorsque la situation économique se dégrade, le nombre d'heures de travail par emploi n'est pas suffisant pour obtenir un revenu convenable. C'est à ce propos d'ailleurs que l'OIT promeut l'instauration d'un salaire vital, c'est-à-dire un niveau de salaire nécessaire pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs en fonction de la situation du pays. Et pas plus tard que la semaine dernière, vous avez peut-être entendu parler d'une grande entreprise française, Michelin, qui a mis en place pour ses salariés monde un salaire décent pour répondre à cette difficulté. Donc la transition démographique dans les pays du Sud, comme vous le voyez, met en jeu pas seulement les problématiques de formation et de compétences, mais aussi des problématiques d'emploi et de qualité de travail. Dans les pays émergents, donc, l'emploi des jeunes qualifiés devient un sujet prégnant. La montée en compétences des jeunes nécessite un gros investissement en infrastructure, mais pour que ces investissements deviennent rentables, il faut qu'il y ait aussi la montée de compétences s'accompagne quelque part de création d'emplois de qualité et donc de développement économique et social à la fois dans ces pays. Donc vous voyez, il y a un sujet d'actualité aujourd'hui avec pénurie d'emplois dans nos pays sur certains métiers, surplus finalement de compétences qualifiées dans d'autres pays, et donc l'éléphant dans la pièce, c'est la migration de compétences, un sujet fort controversé, car ça pose au moins pour deux raisons des difficultés particulières. D'une part, il faut éviter la fuite des cerveaux dans les pays en développement, et d'autre part, oh là là, merci. D'autre part, il faut éviter la fuite des cerveaux dans les pays en développement. D'autre part, les pays développés veulent protéger leurs emplois locaux à juste titre. Donc, je donne un exemple que Stefano Scarpetta connaît très bien. L'Inde, lors de la présidence du G20, a proposé la mise en place, avec l'appui de l'OCDE et de l'OIT, d'une classification internationale des métiers et des compétences pour les métiers en tension, selon les exigences en compétences et qualifications, pour faciliter la comparaison entre les pays et la reconnaissance mutuelle de compétences de part et d'autre. Alors, il faut savoir que ce sujet, pour le moment, n'arrive pas à aboutir pour des questions de financement, car les pays du G20 n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce financement. Les pays développés considèrent que ce n'est pas leur affaire, et les pays en développement font appel à eux selon le principe de co-responsabilité. Donc vous voyez que ces questions de transition démographique en matière d'emploi et de compétences n'est pas forcément un sujet d'intérêt bien compris au niveau international, d'où l'importance des enceintes multilatérales pour parvenir à des compromis sur ces questions.
Alors, maintenant, je voudrais vous dire 2 mots sur la transition numérique. Vous allez voir que ce n'est pas non plus vécu de la même façon de part et d'autre. Les enjeux sont très différents entre les pays en fonction de leur niveau de développement. Dans les pays moins développés, la transition numérique signifie d'abord l'alphabétisation numérique, l'apprentissage des savoirs numériques de base, mais aussi, et il ne faut jamais l'oublier, des investissements dans la création d'infrastructures indispensables, car dans beaucoup de pays aujourd'hui, la question principale qui est posée, c'est est-ce qu'on peut avoir accès à l'électricité en continu et ne pas subir des coupures à répétition. Donc nous en sommes à ce point de développement. De l'autre côté, dans nos pays développés, lorsqu'on parle de transition numérique, et Louis-Charles l'a si bien dit, on parle d'intelligence artificielle générative. Et cette fois-ci, ce sont les pays les plus développés qui pourraient se trouver en risque, car les dernières enquêtes de l'OIT, les dernières recherches de l'OIT sur cette question montrent que l'IA changera les conditions de travail plus qu'elle ne le détruira d'emplois. Et il est probable que les pays les plus affectés par ces changements soient les économies les plus développées, où le taux d'emploi de bureaux est le plus important. Dans les pays en développement, l'IA aura un impact moindre, sauf peut-être pour les pays ayant beaucoup de travailleurs de plateforme, de travailleurs du clic, qui servent finalement aux apprentissages des intelligences artificielles. On le voit déjà, l'IA a un potentiel pour changer considérablement certains métiers, réduire le temps consacré aux tâches routinières. C'est également un outil qui est d'ores et déjà utilisé pour rapprocher les emplois et les compétences dans les procédures de recrutement, d'où l'importance aussi de travailler sur les biais que représentent et qui peuvent ces modalités de management algorithmique des processus de rapprochement d'emploi et des compétences pour effectivement lutter contre tout biais de discrimination. Donc, vous voyez, sur cette question-là, on peut avoir d'une part dans nos pays une nouvelle géographie des emplois et des compétences qui se dessine. De notre côté, nous tablons sur des gisements d'emplois nouveaux avec des nouveaux intitulés qui apparaissent, analyste de données, architecte de solutions, data engineer, chief data officer, spécialiste de neurosciences en interface homme-machine. Et de l'autre côté, des pays africains qui luttent pour disposer de l'électricité H24 et 7 jours sur 7, ou qui doivent voir leur main-d'œuvre occupée à cliquer sur de gigantesques plateformes de collecte de données pour nourrir d'exemples et aider à l'apprentissage des intelligences artificielles. Enfin, 2 mots sur la transition écologique. Là aussi, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les pays développés comme les nôtres abordent ce sujet au niveau macroéconomique. Ils ont engagé une planification écologique et énergétique qui concerne l'ensemble des secteurs de l'économie et qui s'accompagne par des programmes d'anticipation de besoins en emploi et en compétences, alors que dans les pays en développement, en matière de protection de l'environnement, les gouvernements sont confrontés à des problématiques très locales. Au Sénégal, par exemple, l'industrie de la pêche très artisanale est en concurrence avec d'énormes chalutiers qui viennent d'Europe ou d'Asie. Non seulement on observe un problème nuisible pour la biodiversité qui est la surpêche, mais aussi à une dégradation de la situation de l'emploi en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un problème, mais c'est également une opportunité. Si ces pays africains investissent dans des flottes et des compétences des pêcheurs locaux, ils créeront de très nombreux emplois de qualité dans le respect de l'environnement. L'autre difficulté pour les pays en développement est l'abandon de subventions en faveur d'énergies fossiles. Donc, forcément, les industries liées aux énergies fossiles vont perdre des emplois, alors que ce sont des industries pourvoyeuses d'emplois. Et l'abandon de subventions renchérit le coût de la vie dans ces pays, avec des conséquences pour la fin de mois des travailleurs bien plus dramatique que celle que nous connaissons chez nous et qui permet à nouveau de poser la question de la garantie
de revenus de subsistance, le salaire vital bien sûr, mais aussi des socles de protection sociale. Plus globalement, face à cette transition écologique, il y a un sujet de financement dans les pays en développement. Comment on finance les mesures de protection de l'environnement. Et pour cela, au niveau mondial, au niveau multilatéral, le G20 actuellement sous présidence brésilienne réfléchit à une taxation au niveau mondial directement fléchée vers la transition écologique qui pourrait être une solution et de nombreux économistes, dont Esther Duflo, Joe Stiglitz et aussi Gabriel Zucman, travaillent aujourd'hui avec le G20 brésilien pour trouver ces solutions-là. Donc, pour conclure, ces transitions, je l'ai dit, concernent tous les pays du monde, et même si chacun est affecté différemment, nous devons agir en commun. La complexité des réponses à apporter, les conséquences sociales aussi de ces transitions imposent d'inclure les représentants des travailleurs et des employeurs dans nos discussions. Le multilatéralisme, le dialogue social, le tripartisme trouvent justement à l'OIT un terrain pour confronter les points de vue à 187 pays. Je dois vous dire que ça nous occupe. Et c'est vrai qu'avec les employeurs et les travailleurs, nous parvenons à avoir tous les intérêts en place pour discuter ces questions-là. Et je terminerai sur la question des compétences, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, à juste titre, car c'est par l'éducation, évidemment, que nous parviendrons à répondre aux besoins de nos sociétés dans leur diversité, à éradiquer la pauvreté, en élevant le niveau de vie du plus grand nombre, et aussi et surtout à former des citoyens compétents, mais aussi éclairés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Carvar. Très éclairant. Je ne me risquerai pas à faire une synthèse loin de là. J'ai retenu quelques éléments clés et mots-clés, parmi lesquels interdépendance. Et effectivement, ça nous permet de nous resituer dans un contexte beaucoup plus global, vous l'avez dit, assez complexe, multifactoriel, avec cet enjeu des migrations des compétences, parmi lesquels aussi la question des reconnaissances et des certifications qui vont être un enjeu transversal. Et sans là aussi reprendre vos éléments de mise en perspective, peut-être insister sur la dimension des espaces de discussion multilatérales et au niveau international. Ce qui me permet de faire la transition avec Monsieur Scarpetta sur la question effectivement de votre action au niveau de l'OCDE. Peut-être nous éclairer là aussi sur les points de vue et les analyses que vous partagez avec les différentes parties prenantes sur ces enjeux des compétences, là aussi à l'échelle internationale. Si souvent, en tant que professionnels qui sommes dans la salle, on a souvent entre guillemets, le nez dans le guidon dans nos activités et dans nos réalités. Et merci de cet éclairage encore pour prendre un peu de hauteur et de recul. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et un grand merci au président de Centre Info pour avoir invité à cette table ronde dans le cadre du printemps des compétences et des métiers à venir. Je crois que c'est un thème de très, très grande importance aujourd'hui, surtout dans les années à venir. Et je crois que c'était très important que la Commission européenne a fait de l'année 2023 l'année des compétences, et qui continue d'ailleurs ici en 2024. Je crois que Mme Carvar a bien éclairé le fait qu'il y a 3 transitions qui sont en train de se mettre en œuvre en même temps. Il y a les changements démographiques qui sont là, dans beaucoup des pays de l'OCDE, dans beaucoup des pays européens, mais avec des différences énormes entre les pays de l'OCDE et surtout, si on regarde à un niveau global, certains pays du monde. On va savoir que dans les décennies qui viennent, le seul continent qui aura une augmentation significative de la population, c'est les continents africains. Tous les autres continents vont avoir une stabilisation, voire après une baisse de la population. Dans mon pays, à l'échelle 2061, la population en âge de travailler va baisser de 35%. On n'a jamais vécu un changement tellement radical dans nos populations, et donc toutes les implications que tout cela va avoir aussi d'un point de vue économique. Le Japon, c'est presque 40%. La Corée, c'était un pays jeune qui devient un pays vieux sans être passé pour une phase intermédiaire dans quelques décennies. La deuxième, évidemment, c'est
les changements, la transformation digitale. On est tous en train de se confronter avec le dernier développement de l'intelligence artificielle générative. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est un changement exogène dans le sens qui est tiré par l'évolution de la technologie elle-même. Et la troisième grande transition qu'il faut absolument entamer, évidemment, c'est la transition verte vers une économie plus verte et soutenable. Cela est géré par les politiques. Donc, dans ces contextes, on peut quand même mieux prévoir un peu quels sont les changements, les transformations, et donc c'est préparé dans tout cela. Mais c'est sûr que les trois transitions ont un impact énorme sur la demande des compétences et donc met au centre la nécessité de comprendre comment la demande des compétences va évoluer et de préparer les travailleurs, les entreprises à pouvoir répondre à cette évolution de la demande. Donc la première chose que je voulais dire, c'est qu'il faut investir davantage dans l'analyse de comment la demande des compétences va évoluer dans nos pays, dans tous les pays. Madame Carvalho a dit très clairement, on est dans une économie globale et donc il faut comprendre aussi quels sont les enjeux, les différences qui ont lieu dans les différents pays du monde et quelles sont les interactions et la coopération qu'on peut mettre en place pour éviter qu'il y ait en quelque sorte des impacts très différents, mais surtout qu'on va dépeupler de personnes avec de bonnes compétences dans certains pays qui ont moins de moyens économiques pour pouvoir les garder chez eux. Donc, ce n'est pas seulement la migration, c'est la gestion de la migration au niveau global. Un thème sur lequel même, on le sait très bien tous les deux, à niveau G20, on n'a pas fait énormément de progrès. Le thème de la migration, c'est un thème un peu tabou dans les contextes G20. Alors, pour passer un peu aux deux transitions, sur la démographie, on peut dire davantage, mais donc sur la transition numérique, il y a évidemment énormément d'incertitudes. Nous avons fait une étude en 2022, on a interviewé 2000 entreprises, 5300 travailleurs, manufactures, services, 7 pays de l'OCDE. On a demandé aux entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle quels sont les bénéfices pour l'employeur, quels sont les bénéfices pour les travailleurs, quels sont les enjeux, quels sont les défis pour pouvoir l'utiliser de manière façon. Et ça, c'était en 2022, donc jusqu'avant l'introduction de ChatGPT dans l'intelligence artificielle numérique. Donc, toutes nos analyses sont un peu, en quelque sorte, bénins parce qu'on n'a pas pris en compte la dernière évolution. Donc, pour vous dire simplement comment ça change très rapidement, de façon très profonde. Sinon, nos analyses qui prennent en compte l'intelligence artificielle, même l'intelligence artificielle numérique, quelques 28% des métiers vont être impactés de façon très importante par l'intelligence artificielle. Ces métiers, ces jobs vont rester, vont changer de façon très profonde. Jusqu'il y a quelques années, la technologie digitale, même l'intelligence artificielle, remplaçait les humains, nous, dans certains métiers, dans certaines tâches plutôt que de métiers. Aujourd'hui, on voit que les tâches que l'intelligence artificielle peut accomplir s'augmentent de façon, je dirais, exponentielle. Mais on sait aussi qu'il y a des tâches, des activités qui resteront probablement avec nous, les humains. Donc la capacité d'interaction, l'innovation, l'adaptabilité sont toutes des compétences qui probablement vont rester avec nous. Il y a quelqu'un qui dit que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, dans le sens que lit énormément de données, des milliards de données, mais qui n'innove pas. Donc, il n'a pas la capacité d'innover au-delà de ce qu'il est dans les données, qui sont évidemment un domaine énorme de choses. L'autre chose intéressante, ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est que jusqu'à présent, la technologie digitale était une technologie qui tendait à augmenter les inégalités, dans le sens que avait une tendance à promouvoir surtout les travailleurs, les compétences hautement qualifiées. Et donc, la demande des compétences jusqu'à récemment s'était concentrée au haut niveau des échelles des compétences, avec des compétences digitales toujours les plus pointues, avec aussi de performances en termes de carrière et de rémunération très élevées pour ceux qui avaient ces compétences. De l'autre côté, nos économies aussi sont en train de vieillir, donc la deuxième transition, et donc on a une demande de compétences plus faibles dans les services. Et au milieu, beaucoup de travailleurs se retrouvaient avec une demande qui baissait. Donc il y avait ce qu'en anglais on appelle le hollow of the middle, donc il y a une très forte demande de compétences à très haut niveau, à faible niveau, au milieu, ça baissait. Les dernières données sur l'intelligence artificielle, surtout, c'est que
il y a la capacité d'augmenter les capacités de travailleurs avec des compétences intermédiaires. Et donc, ça pourra remettre en cause ce qui était en tendance qu'on a vu pendant 30 ans, encore une fois, de cette demande de compétences qui était un peu axée sur les deux extrêmes de la distribution. Et tout cela pourra avoir un impact aussi pour réduire potentiellement, si bien géré, les inégalités. On a fait une étude à l'OCDE dans laquelle, encore une fois, ça évolue jour par jour. On a fait une étude pour regarder quel est l'impact à aujourd'hui de l'intelligence artificielle aussi générative dans les entreprises en termes de distribution des salaires. Et on voit qu'il y a une certaine réduction des inégalités des salaires. Est-ce que ça va continuer? C'est une bonne question. Mais si on regarde aussi les données sur les demandes d'emploi qui sont postées sur le web, on voit aussi que jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans, les codeurs, donc ceux qui écrivaient des codes, étaient très, très, très fortement demandés. Aujourd'hui, ça baisse de façon assez importante, alors qu'il y a d'autres métiers, surtout avec des connaissances et des compétences qui sont plus proprement humaines, la gestion, le management, les interactions, qui deviennent de plus en plus importantes et qui sont inclus aussi dans les demandes d'emploi, même dans des domaines fortement liés à la technologie digitale. Donc, encore une fois, des très forts changements. On a des pistes de réflexion sur comment la technologie va impacter la demande de compétences, mais il faut investir davantage, il faut parler avec les employeurs, il faut parler avec les travailleurs, il faut comprendre comment cette technologie, qui est, si elle est bien gérée, peut donner énormément d'opportunités, mais aussi pose sûrement des défis assez importants. Et à mon avis, un des défis les plus importants, c'est justement l'adéquation qui est trop lente des compétences des travailleurs. Quand on a demandé aux employeurs quels sont les problèmes qui vous empêchent d'utiliser l'intelligence artificielle davantage, la première, c'était que ces modèles coûtent très cher. Donc, surtout pour les petites et moyennes entreprises, c'est très difficile d'investir. Deuxièmement, ils nous disent il y a trop d'incertitudes. Moi, j'utilise cette technologie, mais si quelque chose ne va pas bien, qui est responsable? C'est moi qui suis responsable. Moi, j'achète un modèle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On a des résultats, j'utilise les résultats, il y a des problèmes, qui est responsable? Donc aussi, et c'est pour cela que l'Europe, avec les AI Act, a fait une démarche assez importante pour créer des règles un peu plus claires sur l'utilisation de ces modèles. La troisième chose qui bloque les entreprises, c'est le fait qu'ils n'ont pas de personnel avec les compétences nécessaires pour travailler side by side avec l'intelligence artificielle. Donc l'investissement dans les compétences, c'est encore une fois essentiel. Pour dire quelques mots sur l'autre grand défi, c'est la transition verte. Changement différent, ça est géré par nous, par les politiques. Donc on peut quand même mettre en place aussi des systèmes dans lesquels on investit dans les compétences qui sont nécessaires pour promouvoir la transition verte. Les messages qu'on a, nous, on est en train de... Notre publication annuelle, les perspectives de l'emploi, cette année est dédiée à l'impact de la transition verte sur le marché du travail. Un des messages qui va ressortir, c'est qu'il faut absolument inclure les côtés sociaux, les côtés marché du travail dans les transitions, dans les programmes de transition verte. Ça peut être un add-on qu'on ajoute après, mais il faut qu'il soit inséré dans les programmes de transition verte. Là, nous avons pris une vision un peu large de quels sont les métiers verts. Ce n'est pas seulement ceux qui travaillent dans les énergies renouvelables, donc ils sont de nouveaux métiers qui existent parce qu'il y a transition verte. Il y a tous les métiers dans lesquels certaines compétences doivent changer parce qu'ils sont importantes dans les processus de transition verte. Il y a d'autres métiers qui ne changeront pas du tout en termes même de compétences et de tâches, mais qui sont encore une fois en forte demande parce qu'il y a des investissements, il y a des choses qui vont se passer avec la transition verte. Si on prend ensemble de tout ça, on parle de 20% de l'emploi qui va être concerné de façon directe et indirecte. Là, encore une fois, les compétences qui sûrement vont être fortement demandées, c'est les compétences mathématiques, d'ingénierie, de la technologie. C'est ça qui, quand même, va tirer et va permettre la transition verte. Donc, il faut investir davantage là-dessus. Mais ça, ce n'est pas forcément seulement lié aux compétences. Il y aura probablement les besoins de donner à tous ceux qui vont perdre leur job dans les métiers, dans les secteurs qui sont plus polluants, et pouvoir donner les opportunités pour se recycler dans les nouveaux métiers, les nouveaux jobs qui vont sûrement sortir. Cela n'est pas facile. Beaucoup d'entre eux sont en âge intermédiaire, ont des salaires plutôt élevés et peut-être ils n'ont pas participé à la formation autant que d'autres travailleurs parce qu'ils avaient des métiers plus stables, paradoxalement. Et maintenant, ce sont des métiers qui sont plus à risque. La deuxième question que vous avez évoquée, qui est fortement liée à ça, c'est est-ce qu'on voit des changements dans la demande de la part des travailleurs d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et je crois que là, encore une fois, on n'a pas une réponse définitive sur cette question.
Je crois que la crise du Covid a remis en cause pas mal de choses pour nous tous. Nous tous, quand nous étions chez nous, on travaillait, mais on a mis en cause, est-ce que l'équilibre que j'avais avant, c'était un équilibre qui m'était convenant, que j'aimais bien? Ou est-ce qu'il y a une façon différente de travailler? Je crois qu'on a découvert le télétravail. Pour certains, le télétravail a été subi, pas choisi. Mais je crois que dans beaucoup d'entreprises, aux États-Unis, il y a des études continues là-dessus. Il y a 20-25% du temps de travail que les travailleurs voudront faire chez eux, donc télétravail. Il faut le gérer, il faut le maîtriser. C'est pas une chose. On l'a mal maîtrisé, évidemment, pendant la crise de Covid, parce qu'on a demandé aux gens de travailler chez eux. Certains, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas l'infrastructure chez eux pour pouvoir le faire. Mais il y a sûrement, et on le voit aussi dans l'évolution de la participation au marché du travail, de la demande d'une réduction au temps de travail, dans un meilleur partage du travail qui est fait à l'entreprise et chez eux. Donc, un changement qui est assez important. La chose qu'il faudra voir, est-ce que cela, ça pourrait amener aussi en discussion avec l'employeur sur la rémunération et les heures travaillées et la façon dans laquelle on travaille. Il y a, vous savez, des expériences qui sont assez intéressantes, par exemple aux États-Unis, dans la Baden-Württemberg en Allemagne, dans laquelle l'État, dans le secteur de la métallurgie, les entreprises ont donné l'opportunité aux travailleurs de réduire davantage le temps de travail. Ils étaient à 36 heures, ils ont baissé à 32 heures de façon volontaire, mais avec une réduction des salaires. Il faut savoir que dans la métallurgie, en Allemagne, on est bien payé, donc les travailleurs peuvent se permettre une réduction des salaires pour avoir une qualité de la vie meilleure, un partage entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais encore une fois, il faut la gérer. Et je crois qu'à mon avis, ce qui va se passer, que beaucoup d'entreprises devront offrir ce qu'on peut dire des packages, dans lesquels il y a la rémunération, les salaires, les conditions de travail, les temps de travail et la façon dans laquelle on travaille. Donc, encore une fois, entre lieu de travail et physique de l'entreprise et privé. Mais aussi, cela pourra mettre en cause aussi de nouvelles inégalités parce que pas tout le monde pourra travailler, pourra faire du télétravail. Beaucoup de gens, surtout faiblement qualifiés, avec un faible niveau de revenus, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir les gérer de façon efficace. Est-ce qu'on sait bien s'il y a un clivage selon l'âge? Ça, c'est seulement une anecdote. Chez moi, dans ma direction, je fais une enquête avec mes travailleurs avec lesquels on travaille et je proposais 50% de télétravail. Moi, comme un bon économiste, on fait des prévisions qui sont souvent pas bonnes parce que j'avais prévu évidemment que pour les jeunes qui à Paris vivent dans des petits appartements, beaucoup de jeunes pourraient quand même revenir à l'OCDE, travailler à l'OCDE dans l'instance. Non, c'était tout à fait le contraire. C'était les jeunes qui voulaient quand même travailler plus, faire plus de télétravail que les travailleurs plutôt d'âge intermédiaire, voire des seniors. Donc, encore une fois, il ne faut pas avoir des préconcepts, mais vraiment engager les travailleurs, parler avec eux, comprendre, mais surtout avoir des packages qui soient quand même cohérents, qui soient quand même aussi gérables pour l'entreprise, mais aussi qui soient intéressantes pour les travailleurs. Alors, la troisième volet, la question que vous avez posée, qu'est-ce que sont les défis et qu'est-ce qu'il faudra faire d'un point de vue des politiques? Moi, je voudrais dire seulement quelques mots. À mon avis, il faut travailler encore une fois, et ça, c'est vraiment, à mon avis, la révolution copernicienne que le président de la République en France a mise en œuvre et qu'il faudra mettre en œuvre. C'est-à-dire investir davantage dans les compétences à tous les niveaux. La formation initiale, évidemment, mais aussi la formation professionnelle tout au long de la vie. Ça, c'est nos slogans à l'OCDE, au G20, on en parle il y a 20 ans. Ce n'est pas une réalité. On le sait très bien parce qu'il y a des différences énormes dans l'accès à la formation de qualité entre les faiblement qualifiés et les hautement qualifiés, les jeunes et les plus âgés, les hommes et les femmes, ceux qui travaillent dans les petites entreprises et les grandes entreprises. Il y a des différences énormes, 1 sur 3 en général, dans tous les pays de l'OCDE. Donc, il n'y a pas un pays seul qui a vraiment réussi à mettre en œuvre un plan d'investissement dans les compétences tout au long de la vie. Donc, la première chose, à mon avis, c'est l'attitude et la motivation à l'apprentissage tout au long de la vie. Il faut donner les moyens, mais il faut aussi aider tout le monde, surtout les travailleurs qui n'ont pas été formés tout au long de la vie, de comprendre que ça, c'est un outil essentiel pour pouvoir gérer les transitions, les transformations qu'ils devront faire. Donc, l'attitude, la volonté, la capacité de réfléchir nous-mêmes à ce que nous devons faire nous-mêmes pour justement pouvoir garder notre job, évoluer dans notre job ou peut-être trouver un nouveau job. Donc, la deuxième volet, à mon avis, et ça c'est en France, pas mal des pays européens, c'est qu'on a désinvesti dans la formation professionnelle de qualité. Il y a des stigmas vers la formation professionnelle et considérée un peu une formation de classe B, donc
je parle, il y a des parents ici, j'imagine, si vos enfants vont dans une école professionnelle, il est considéré un peu comme un échec. Ça, ce n'est pas le cas en Allemagne, pas en Autriche, ce n'est pas dans les pays nordiques. Il faut remettre en cause l'effet que la formation professionnelle, c'est une passerelle moins importante pour avoir accès à un travail, à un métier. La troisième chose, c'est qu'il faut rendre l'apprentissage plus accessible, est une priorité. Là, il y a les volets du financement. Beaucoup de travailleurs nous disent qu'ils ne peuvent pas participer à la formation parce qu'ils n'ont pas les moyens. La France, avec les comptes personnels de formation, a abordé cette question. D'autres pays, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, c'est la flexibilité. On a encore des modèles de formation professionnelle qui sont un peu vieux dans le sens que c'est de la formation longue, générale, dans des classrooms, et pas forcément. Et quand même, la technologie nous offre toutes les opportunités pour changer de façon radicale la façon dans laquelle on définit les cours de formation, on les axe sur les compétences et nécessités des individus, des travailleurs et de l'entreprise, qui soient accessibles non seulement dans un lieu physique où il y a la formation, mais aussi chez eux. Donc, il y a plein de choses que la technologie peut nous donner pour rendre la formation professionnelle plus proche de l'individu, plus centrée sur les besoins de l'individu et de l'entreprise, et surtout plus faisable d'un point de vue aussi physique. Le dernier point, c'est aussi que, à mon avis, il faut aider les gens à comprendre de quoi ils ont besoin. Et donc, les bilans des compétences en France, dans d'autres pays, il y a à 40, 45 ans, on réfléchit un peu où on est, où on veut aller et quel est le besoin des compétences. Et là, c'est important. Mais il faut qu'il soit quelque chose que tout le monde utilise de façon positive et active. Et donc, aujourd'hui, il est très bien utilisé pour certains travailleurs, un peu moins par d'autres. Donc, encore une fois, c'est un domaine dans lequel il faudra investir davantage. Un grand défi, la révolution copernicienne, je crois que l'investissement dans les compétences, ça va être un peu le défi pour pouvoir gérer bien les trois transitions. Merci. Merci, Monsieur Scarpetta, pour cet éclairage à la fois très global et en même temps très concret avec ces axes que vous avez situés en termes de dispositifs ou de modalités d'action. Je ne l'avais là aussi pas essayé la synthèse, puisqu'elle serait bien évidemment trop réductrice. Quelques points quand même sur lesquels vous avez beaucoup insisté avec cette dimension de la prospective, qui est quand même très significative. Investir sur la prospective, investir aussi sur les moyens, le financement, avec des enjeux qui sont, vous l'avez pointé aussi, la vitesse du changement, qui est extrêmement rapide aujourd'hui, qui s'accélère, et la dimension que vous avez tous les deux pointé aussi, la dimension sociale, avec cette lien avec la question des reconversions et des transitions, qui fait le lien avec la question effectivement de la formation tout au long de la vie, et la place effectivement des personnes et le positionnement même des citoyens par rapport à ces enjeux. Il y a les dispositifs, mais il y a aussi les personnes et leur positionnement et leur appréhension des compétences. Olivier, je vous laisse la parole sur cet aspect, peut-être plus spécifiquement, là aussi, le regard peut-être du citoyen européen face aussi à ces enjeux et ces évolutions. Merci Raphaël, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Alors la première chose, c'est qu'il faudrait peut-être que je dise d'où je parle, parce que évidemment, en comparaison avec les deux interlocuteurs précédents qui avaient une assise tout à fait légitime, finalement, je ne sais pas si j'ai une vraie légitimité à parler sur ce thème-là. Donc effectivement, mes ancrages, c'est d'avoir animé et mis en place, puis animé la Cité des métiers, puis le réseau international des cités des métiers pendant une vingtaine d'années et laisser ensuite la main à mes successeurs. Et puis mon deuxième ancrage, c'est d'être un universitaire, donc qui a été directeur de labo, directeur du FR, et actuellement je dirige l'équipe qui s'appelle Apprenance, Formation et Digital à Paris-Nanterre. Et on travaille sur des sujets qui sont, comme le nom l'indique, la question de l'apprenance en particulier. Et on travaille en particulier, moi je dirige le master qui s'appelle Ingénierie pédagogique en formation d'adultes, après avoir dirigé à Lille le master qui s'appelait Ingénierie de formation. Et je travaille particulièrement sur les questions évidemment d'ingénierie pédagogique, mais aussi sur les questions de la réflexivité des personnes concernées, notamment des malades, et la prise en considération de la réflexivité des personnes dans les dispositifs de santé, de formation, etc., les questions de maîtrise d'usage, etc., etc. C'est très, très difficile, les questions qui sont posées là, de se départir d'une situation locale française ou européenne, et effectivement, dans ma situation, de raisonner
à la dimension mondiale. J'ai oublié de dire que j'étais astrophysicien, mais ça ne sert pas non plus, parce que finalement, ce qu'on voit depuis le ciel, ce qu'on voit quand on regarde la Terre depuis le ciel ne suffit pas forcément à tout comprendre. Alors, moi, j'essaye de bien caractériser très modestement, effectivement, la grande triptyque de transition dont vous parlez. Effectivement, pour moi, le diable est dans le détail. C'est-à-dire que derrière chacune de ces transitions, il y a, vous l'avez très bien dit, des contradictions, des paradoxes et des situations qui sont vraiment très, très difficiles à voir, sans parler de l'échelle à laquelle on les regarde, échelle temporelle ou échelle spatiale. Sur les questions démographiques, évidemment, il y a des questions de démographie pure, ça c'est très clair. Mais il y a aussi, effectivement, en ce moment, on ne peut pas l'ignorer, effectivement, non seulement des flux migratoires, mais des flux de réfugiés, avec des situations de conflit dont, évidemment, nous pensons qu'ils vont certainement s'arrêter un jour, mais on sait bien qu'une telle anticipation est difficile à réaliser. Il y a aussi, vous l'avez évoqué, la question de la désinformalisation du travail dans une très grande partie de la planète, puisque effectivement, dans beaucoup de continents, le travail informel est encore la règle très, très majoritaire. Et puis, dans nos pays, inversement, il y a la question de qualité de vie, la question de la relation entre vie professionnelle, vie personnelle, etc. Donc, derrière démographie, moi, je verrais vraiment, effectivement, en complément, bien entendu, de tout ce que vous avez dit, cette question du point aveugle, effectivement, de la question des réfugiés, pas seulement des flux migratoires, et puis aussi cette question de la désinformalisation du travail, la désinformalisation du travail, qui est quand même un élément essentiel, parce que beaucoup des transformations dont on parle ne sont absolument pas gérables dans un univers de travail informel, quoi. En réalité, elles sont laissées aux circonstances, quoi, en gros. Ça c'est pour la transition démographique. Bon, pour la transition écologique, à nouveau, effectivement, bon, derrière, on pense sauvegarde de la biodiversité, quoi. Quand on dit écologie, on dit réchauffement climatique, enfin, refroidissement du réchauffement climatique, biodiversité, etc. Mais aujourd'hui, l'écologie, elle est plus envisageable sans se poser la question de l'énergie, qui est essentielle. Et à nouveau, là, on retombe sur cette question de conflits militaires, conflits économiques, conflits locaux, etc. Et donc, cette question de l'écologie, elle est très importante. Et elle est, alors dans nos pays, hein, elle est aussi quand même croisée par la question des circuits courts. C'est-à-dire, évidemment, tout ce qu'on dit, c'est que la question de l'écologie, elle est liée à la mondialisation. Maintenant, ce qu'on voit, c'est cette apparition des circuits courts, des systèmes d'économie locaux ou du petit épicier au coin de la rue. Hein. Mais donc, c'est pas du tout la même chose de se projeter dans la transition écologique en ayant la clé des circuits courts ou en ayant la clé des problèmes de l'énergie, quoi, en gros. Bien sûr, les deux existent en même temps, on ne peut pas les séparer. Alors, le numérique, c'est encore plus entrelacé pour moi, effectivement. Là j'y suis un peu confronté en dirigeant un master d'ingénierie pédagogique et en travaillant sur ces questions-là. Bon, on est d'accord qu'il y a eu plein de révolutions, disons, qu'on lie plus ou moins au numérique, qui prennent la suite de la mécanisation du travail, de l'industrialisation du travail jusqu'au 19e. Et on a été habitué donc à la robotisation, industrialisation, robotisation, mécanisation, du robot à la soufflette. Hein, vous vous souvenez des usines Sochaux dans les années 70. Il ne reste plus que des manœuvres et des conducteurs de machines, quoi, en gros. Ensuite, on a eu l'énorme révolution de la communication, hein, c'est-à-dire toute la part communication, base de données, interaction, etc., a été complètement transformée par les TIC. Et on avait une clé là en disant, bah, finalement, ce qui va changer, c'est les robots qui vont mécaniser partout, et c'est les technologies de la communication qui vont mettre des systèmes absolument partout. Ça a été amplifié encore par les idées de cloud, dont
alors soit dit entre nous, la question énergétique est immense, hein, mais aujourd'hui, voilà, on voit bien que dans nos pays développés, tous les travailleurs sont au bord du burn-out parce qu'ils n'ont pas le bon mot de passe pour essayer d'accéder aux trucs qu'ils devraient pouvoir faire dans leur vie quotidienne, quoi. Et ce qu'on est en train de vivre, là je parle d'expérience, ce qu'on est en train de vivre avec l'arrivée des IA génératives, c'est pas tant... bien sûr, c'est dans les entreprises, pour la création, la presse, etc. Mais c'est vraiment dans l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on vient de terminer une petite enquête vraiment en local et qu'on lance en Indonésie en même temps, d'ailleurs. On vient de travailler une petite enquête sur le recours à l'IA générative par les étudiants. La submersion est complètement totale. C'est-à-dire que quasiment aucun enseignant n'a de charte, n'a de régulation. Il y a quelques universités qui ont commencé, mais tous mes collègues me téléphonent en me disant « Qu'est-ce que tu fais quand tu as une référence inventée ? Qu'est-ce que tu fais quand c'est trop évident que ça a été relu par une IA, mais qu'on ne sait pas si ça a été écrit par l'IA, etc. » Et donc, j'ai l'impression vraiment, là, notamment sur la question de la transition digitale ou transition numérique, qu'il faut vraiment qu'on la scinde en morceaux, hein, parce que vraiment, cet impact IA générative, éducation, formation, écriture, en gros, gestion des idées, va être absolument colossal. Donc, moi, ma réaction à tes questions, puis après vous avoir écouté, c'est vraiment ça, c'est qu'il faut qu'on aille dans le détail. Alors, je sais bien que les organisations... c'est leur pain quotidien, mais pour ce qui est du citoyen européen, puisque c'est ça sur quoi tu m'interrogeais, Raphaël, sur le citoyen européen, il faut vraiment faire de la pédagogie du détail, quoi, et pas simplement dire bon, ben voilà, c'est assez simple, il y a quelques grands éléments, mais il y a énormément de choses qui sont en train de bouger et qui sont tellement contradictoires les uns avec les autres que la description pour le citoyen européen est essentielle, quoi. Et à quelques semaines des élections européennes, à quelques semaines d'un moment où on va demander à nos concitoyens, à nous-mêmes, de décider si cette intelligence-là, elle n'est pas partagée, on est mal parti. Alors, une fois que j'ai dit ça, effectivement, il faut se retourner vers l'action. Une fois qu'on essaye d'y voir un peu plus clair sur les transitions, moi j'ai l'impression qu'il y a, ou qu'on se situe dans le système, ou qu'on se situe au moins en Europe, peut-être c'est différent ailleurs, ben finalement, il y a au moins 3 stades. Il y a le stade passer de l'inquiétude à la prise en considération. Je prends l'exemple de l'IA, mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que ça va faire, bon. Y compris le côté étudiant. Enfin, mais quand je disais que les profs sont catastrophés et se demandent s'ils doivent mettre 0 ou 20 à une copie, ben les étudiants, ils sont exactement pareils. Là, j'accompagnais mes étudiants à Londres au salon Learning Technology avant-hier, là, enfin, jeudi dernier. Ben, les étudiants, ils sont complètement perdus. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Comment on le dit, etc., quoi. Donc, il y a vraiment... Première chose, passer de l'inquiétude à la prise en considération. C'est la première phase. C'est valable pour toutes les transitions. Et puis, une fois qu'on est dans la phase de prise en considération, c'est l'anticipation, quoi. Donc là, on voit bien qu'on a à peu près tous le même référentiel, hein, qui est construit grâce aux organisations que vous représentez ou dans lesquelles vous siégez, et qui est extrêmement pertinent. Flexibilité, soft skills, intelligence émotionnelle, développement de la réaction par rapport aux fake news, à tous ces éléments-là, etc. Esprit critique, tout ça, ce sont des clés. La question qui se pose, c'est le 3e stade, finalement, c'est-à-dire comment anticiper l'anticipation. C'est-à-dire que, voilà, on a tous ces outils-là, on sait que une logique de compétences, de bloc de compétences, ça garantit des choses. Une logique avec des soft skills, ça garantit des choses. Une logique de mobilité, d'agilité, ça garantit des choses. Après, moi, je m'interrogerais, puisque c'est la fin de l'année des compétences, ça ne peut pas être sacrilège, je m'interrogerais sur ce qu'il faut mettre en plus des compétences. Et en particulier, est-ce qu'une priorité ne devrait pas être l'analyse de
l'analyse de la dynamique des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on forme, on a des référentiels de compétences. Qu'on le veuille ou non, les référentiels de compétences, par essence, ils sont liés aux tâches. Or, qu'est-ce qui va bouger le plus? C'est les tâches. Ce n'est pas la culture des métiers. Il y aura toujours... Je m'arrête. On n'a pas toute la journée. Effectivement, c'est très, très important de former en construisant des compétences et en construisant des blocs et en échangeant et en organisant, en validant, etc. Maintenant, il y a quelque chose à faire qui serait sans doute d'ajouter aux compétences leur dynamique. Voilà, je te rends la parole puisque j'ai débordé de mon temps. Non, grand merci encore une fois pour cet éclairage très, très complémentaire, puisqu'effectivement, ça a été pointé, je crois qu'en fil transverse, vous l'avez tous situé, la dimension de l'éducation, qui est centrale, qui est bien au cœur de notre enjeu. Et puis, cette dimension, effectivement, passer de la pédagogie ou de la mise en perspective à l'action, et comment, effectivement, après, avec ce terme, aller dans le détail, comment on peut, effectivement, donner les clés d'action et d'anticipation, effectivement, pour tout un chacun. Tout au long de la vie. Un des éléments des changements les plus importants, c'est que formation initiale ne veut plus rien dire. Ouais. Qu'il y ait formation au socle, OK, et après, on n'a même pas le vocabulaire. C'est un peu comme la question des compétences. On n'a même pas le vocabulaire pour parler de ce qu'il va falloir changer. Je crois que notre séquence va toucher à son terme. Un grand merci pour ces éclairages et puis surtout pour avoir lancé, pour reprendre le terme, la dynamique. Non seulement les enjeux, mais les mises en perspective qui sont essentielles et qu'on va continuer d'aborder tout au long de la journée et de la journée de demain. Merci à vous.